Le Grand Soir Éco avec Isabelle Gounin, bonsoir. Bonsoir, On commence Julien. par le pétrole. Il y a eu un accord hier de la part des produits de l'OPEP. On ne s'y attendait pas du tout. Non, pas du tout. C'est un vrai coup de théâtre ce qui s'est passé à Alger. C'est la première fois depuis 2008 qu'on assiste à un accord pour limiter la production de pétrole. L'objectif, bien sûr, c'est de faire remonter des cours qui étaient orientés à la baisse à cause de la surproduction mondiale. Du coup, la limitation de la production, elle devrait être de l'ordre de 700 000 barils par jour. Alors, quelles seront les conséquences de cette décision? On voit ça tout de suite avec Fabien Chadeau. En limitant la production du pétrole sur les marchés, l'OPEP espère faire monter les cours. Quelles conséquences sur les prix à la pompe? Ils vont mécaniquement augmenter. Toute la question est de savoir de combien et quand. Selon les experts, dans les conditions actuelles du marché, une hausse de 10% des cours du brut se traduirait par une augmentation de 3 à 5 centimes par litre. L'effet à la pompe ne sera durablement visible que dans quelques semaines, quand les pays de l'OPEP auront mis en application leur accord, pas avant le prochain sommet à Vienne le 30 novembre prochain. Quel sera l'impact sur la croissance? Pour les pays importateurs comme la France, il sera négatif. La hausse des prix de l'énergie renchérit les coûts de production des entreprises et donc réduit leurs marges. À l'échelle de la France, c'est à terme moins de richesses créées. Mais on n'y est pas encore, même si dans les semaines qui viennent, les cours franchissent la barre des $50 le baril, on sera toujours très loin des records d'il y a 2 ans, lorsque l'or noir a atteint $114. En revanche, pour les pays exportateurs de pétrole, c'est l'inverse. La hausse des prix dope la croissance. Quelles conséquences pour les pays producteurs qui ne sont pas membres de l'OPEP? La Russie peut se frotter les mains car elle devrait elle aussi profiter de la hausse des prix. Pour les États-Unis, c'est une bonne nouvelle. L'écart entre le brut et le pétrole de schiste, plus cher à extraire, va se réduire. Une bouffée d'air pour les entreprises américaines qui se sont spécialisées dans ce type de forage. Et cette remontée des cours, elle vient remettre en cause ce qu'on appelle depuis plusieurs mois l'alignement des planètes économiques. Il s'agit de quoi exactement? Vous savez, Julien, ce qu'on appelle l'alignement des planètes en économie, c'est cette conjonction assez extraordinaire qui faisait que depuis environ 1 an, donc on a eu en même temps la baisse des cours du pétrole, la baisse de l'euro, la baisse des taux d'intérêt. Et aujourd'hui, eh bien, tout cet écosystème, il est en train d'être remis en question justement. Alors d'abord, on le voit pour le pétrole avec cette probable remontée des cours, pour les taux d'intérêt également, donc ils devraient eux aussi sans doute remonter puisque la présidente de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, n'arrête pas de le dire, donc ils devraient sans doute remonter après les élections américaines. Et puis pour l'euro, on voit aussi que la BCE, elle commence quand même à s'essouffler dans ce mouvement d'injection de liquidités. Donc ce bon alignement des planètes, eh bien, il ne devrait pas durer et ça sera donc des difficultés pour le gouvernement. Le prix du pétrole qui remonte, c'est une mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Restons la tête dans les tuyaux d'échappement avec l'ouverture du mondial de l'auto, c'est ce week-end. Et l'une des grandes nouveautés, c'est bien sûr, enfin nouveauté, l'une des stars en tout cas, c'est la voiture autonome. Oui, un rêve en train de devenir réalité. Alors bon, c'est pas tout à fait au point, mais quand même, ça avance bien. Comme nous le dit Valérie Noyer, elle nous propose d'embarquer avec elle justement dans une voiture autonome. Regardez. Rester derrière un volant sans le toucher, freiner sans bouger les pieds, déboîter sans oublier le clignotant, la voiture autonome n'est plus une fiction. J'appuie sur la touche. Voilà, ça y est, c'est reparti. Testée sur plus de 100 000 km, elle répond à toutes les garanties de sécurité, de jour comme de nuit. Limitation de vitesse, distance de sécurité, dépassement, évitement. Équipée de radars, de lasers et de scanners, tout l'environnement du véhicule est analysé. Plus qu'une voiture, c'est un ordinateur à 4 roues. Idéal pour ceux qui considèrent leur temps de trajet comme une perte de temps, un véhicule qui saura éviter les pièges des embouteillages, peut-être pas tous ceux de la piraterie. Et il y a eu aujourd'hui un accident aux États-Unis, une Tesla qui a eu un accident. On revient sur la politique économique avec le CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi. Visiblement, les effets sur l'emploi sont restés vraiment limités. Oui, très modéré. C'est une étude de France Stratégie qui le dit. Alors évidemment, Jean Pisani-Ferry, qui dirige France Stratégie, n'est pas très à l'aise puisque c'est un organisme qui est proche de Matignon. Mais quand même, le résultat de son étude, il est incontestable. Le CICE a surtout servi finalement aux entreprises à reconstituer leurs marges. Très peu à embaucher. Seulement 50 000 à 100 000 embauches supplémentaires ont eu lieu. C'est pas beaucoup pour une mesure qui, pour l'instant, a quand même déjà coûté 27 milliards d'euros à l'État. Denis Cadot est allé enquêter dans 2 entreprises.
Connue depuis 40 ans, cette société familiale basée près de Chartres propose à la vente et à la location toutes sortes d'engins de manutention, principalement des chariots élévateurs. On livre aujourd'hui, là, chez un client. Et comme la très grande majorité des entreprises, elle a bénéficié du CICE, un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, calculé sur la masse salariale et qui a grimpé avec les années. Le bilan pour nous sur l'exercice 2013 avec le CICE, ça représente un petit peu plus de 10 000 euros. Si on fait le bilan pour 2014, on est plutôt à 15 000 euros et sur 2015, on dépasse les 17 000 euros. En abaissant de quelques pourcents le coût du travail, le CICE était censé inciter à embaucher et à investir. Et ici, ce fut le cas. On aura acheté des chariots élévateurs neufs. Ça nous a aussi aidé à renouveler des véhicules. Exemple comme ce camion là qui vient d'arriver, qui est un camion tout neuf. On a renouvelé notre matériel de livraison pour aller chez nos clients. Et aussi, ça nous a aidé à développer notre équipe. On a aujourd'hui embauché une commerciale en supplément et un technicien, histoire d'être plus présent chez nos clients. Mais autre exemple de société prestataire de services, et là le cas est moins probant. Dans ses locaux de Suresnes, cette PME prépare les bacs de plantes vertes qu'elle va livrer aux grandes entreprises clientes pour agrémenter leurs espaces de travail. Ici, le patron n'est pas convaincu par la formule du CICE. C'est opaque, c'est lourd, c'est pas transparent, les salariés ne la comprennent pas. En tant que gérant, il faut attendre que votre comptable, votre expert comptable vous fasse le bilan pour vous dire combien il en ressort. Souvent, il en ressort des sommes assez minimes, et surtout à l'échelle d'une PME. Et ce dirigeant de regretter la disparition des heures supplémentaires défiscalisées d'avant 2012. Plus compliqué, le CICE d'aujourd'hui lui sert ainsi à compenser les primes d'heures sup qui avaient disparu pour la majorité de ses 40 salariés. Il y a des rumeurs qui courent en ce moment, Isabelle, des rumeurs de nouvelles hausses d'impôts. De quoi s'agit-il ? Eh bien, effectivement, il y aurait la taxation des hauts salaires. Vous savez que ces hauts salaires sont plafonnés en termes de cotisation chômage. L'idée, ce serait de les déplafonner. Ça pourrait rapporter à l'État quand même une somme non négligeable. On parle de 800 millions d'euros. Et puis, un autre marqueur de gauche qui pourrait être mis sur la table, ça concernerait là la taxation des contrats courts. On revient sur ces deux propositions avec Hubert Coster. Tous les salariés ne sont pas égaux en termes de cotisation chômage. Les plus hauts salaires paient moins en proportion, car la part du salaire brut sur laquelle est calculée la cotisation est plafonnée. Ce plafond s'élève à 12 872 euros par mois. Il sera alors prélevé 6,4% de cotisation chômage salariale et patronale, soit 824 euros. Mais au-delà, les salaires de 20 000 ou même 50 000 euros par mois paieront toujours 824 euros. C'est ce plafond de cotisation que le gouvernement envisagerait de faire disparaître, un gage à l'aile gauche du PS quelques mois avant les élections. La mesure pourrait rapporter gros 800 millions d'euros qui serviraient à prolonger le plan de 500 000 formations tout au long de l'année 2017. Autre mesure envisagée, une taxation supplémentaire des CDD, une demande forte des syndicats afin de favoriser l'embauche en CDI, mais à laquelle les organisations patronales sont fermement opposées, invoquant un frein à l'emploi. Le projet Hinkley Point en Grande-Bretagne, il a été finalement signé aujourd'hui. Oui, une cérémonie un peu en catimini, Julien, sans journaliste. Ça s'est passé dans le sud de l'Angleterre, avec seulement notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, le ministre britannique des entreprises, Greg Clark, et le directeur de l'administration nucléaire nationale chinoise, Nour Bekri. Vous savez que ce projet, il suscite beaucoup d'interrogations au sein même d'EDF quant à sa faisabilité et surtout quant à ses conséquences financières pour l'entreprise. Et on passe du nucléaire aux sucreries. On termine avec une petite douceur, Isabelle. Oui, ça concerne les M&M's. On aura bientôt l'impression d'être à Times Square quand on est sur les Champs-Élysées, parce que vous pourrez bientôt aller en acheter sur les champs, Julien. Donc la marque de confiserie ouvrira fin 2017 à la place du showroom Mercedes. Ils ont quand même réussi à avoir cette place-là. Ils vont payer 2 fois plus cher de loyer que Mercedes. Donc vous êtes bien informés. Merci beaucoup, Isabelle. C'est l'heure de notre rendez-vous hebdo. La question de l'écho. Avec notre partenaire Nicolas Boudot, associé au cabinet Tilder, chaque semaine vous réalisez un sondage d'actualité avec Opinionway pour LCI. 2 questions. On va commencer par l'impôt. La mise en place du prélèvement à la source, êtes-vous favorable à cette mesure ? Les Français disent oui à une majorité, 58%. Oui, une majorité confortable, tout simplement parce que les Français ont intégré que c'était une mesure de simplification pour eux. C'est-à-dire qu'en gros, ils verront sur leur feuille de salaire ou leur feuille
portefeuille de pension de retraite, de combien ils pourront réellement bénéficier. Et puis, ça leur évitera d'épargner l'année N-1, comme c'est le cas aujourd'hui, pour pouvoir payer l'impôt. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. Mais on voit quand même qu'il y a une petite baisse par rapport à la dernière fois qu'on a posé la question. Pourquoi ? Parce que la première fois, franchement, les Français étaient heureux de cette simplification. Et cette semaine, le ministre de l'économie a expliqué le discours de la méthode, comment ça allait marcher. Et là, on sent qu'il y a un peu plus de flottement, tout simplement parce que il y a une question de transparence, c'est-à-dire que c'est l'employeur tiers qui versera l'impôt, qui connaîtra à peu près tout de la vie de ses salariés, s'ils ont une fortune personnelle, combien gagne leur époux, leur épouse, leur pacsé, et ça, dans un pays comme la France, qui a toujours eu un petit problème avec la question des salaires, c'est un petit souci, donc tendance baissière. Toute la question sera de savoir si le gouvernement qui appliquera réellement cette mesure en 2018 aura hérité d'une grenade dégoupillée ou bien d'une bonne nouvelle. La question de l'école a été au cœur de l'actualité également cette semaine, puisque vous savez que la France est dernière de la classe en termes d'inégalité. Ça n'a cessé de se creuser depuis 30 ans. Alors pour réduire ces inégalités, faut-il, selon vous, renforcer l'autonomie des écoles ? C'est la mesure qui arrive en premier par rapport aux autres qui ont été proposées, imposer davantage de mixité sociale et supprimer les zones d'éducation prioritaire qui ont été très critiquées dans le rapport qui a donc été publié cette semaine. Surpris par ce résultat, Nicolas ? Surpris, oui, par l'ampleur du résultat, parce que franchement, les Français interrogés proposent des mesures qui sont contraires. C'est-à-dire, soit ils disent à 69% qu'il faut que ce soit le problème doit être réglé localement par des moyens supplémentaires donnés aux écoles les plus en difficulté, et d'autres disent non, il faut un système dirigiste qui impose la mixité sociale. Qu'est-ce que c'est la mixité sociale imposée ? C'est les élèves des classes favorisées ou du centre-ville mis dans des établissements scolaires plus difficiles, ou l'inverse. Et donc ça, c'est une véritable difficulté. Les gouvernements, depuis 30 ans, jonglent entre les mesures, ce qui explique que la France soit en retard. La bonne mesure, ce serait probablement de fermer les établissements qui sont le plus en difficulté. Nicolas Boudot, la question de l'écho qui revient. La semaine prochaine, on passe à l'invité du Grand Soir Écho. On va s'envoler un petit peu. On va rêver au soleil à Punta Cana.